Les représentants de la Fédération des hygiénistes, les représentantes des hygiénistes dentaires du Québec. Alors, comme vous savez, vous avez une période de 10 minutes de présentation et par après, nous allons passer à la période d'échange. La parole est à vous et bienvenue. Merci, M. le Président. Madame la ministre, députée, bonjour. Ça nous fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter les hygiénistes dentaires, nos membres à travers toute la province de Québec. Aujourd'hui, je vais prendre la parole en tant que présidente de la Fédération et hygiéniste dentaire. Je suis accompagnée de ma collègue Andréane Soucy, qui s'implique comme trésorière à la Fédération, et Cynthia Wilcott, qui est administratrice pour la région de Québec. Enfin, ça a été nommé, cette arrivée-là du projet de loi en satisfait plusieurs et nous accueillons avec enthousiasme ce projet de loi. Puis ça nous fait plaisir de pouvoir vous faire des recommandations face à ce projet-là pour faciliter l'accès, qui est l'idée même de ce projet de loi pour les soins bucco-dentaires préventifs auprès de la population québécoise. On voudrait féliciter la ministre Sonia Lebel d'aller de l'avant dans la modernisation de la pratique de l'hygiénisme dentaire au Québec. Puis on accueille le projet de loi avec grand plaisir. Donc, l'expertise des hygiénistes dentaires, ça a vraiment une valeur inestimable pour la santé de la population du Québec. Donc, avec ce projet de loi-là, dont l'objectif est vraiment de favoriser l'accessibilité aux soins à la population, le gouvernement reconnaît l'expertise des hygiénistes dentaires. Donc, ce qui se passe en ce moment dans les bureaux, en pratique, on sait, Mme Lebel a déjà subi une visite de suivi préventif, mais chacun et chacune d'entre vous, vous êtes déjà allé chez le dentiste. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hygiéniste dentaire accueille le patient, vérifie le questionnaire médical, initie les soins de nettoyage, vérifie la bouche et les dents et les gencives, puis elle fait son résumé de ses observations au dentiste qui vient à la fin de la visite. Donc, cette façon de procéder démontre une grande confiance du dentiste envers l'hygiéniste qui l'emploie. Ils ont assez confiance, le dentiste, pour permettre à l'hygiéniste d'initier les traitements prévus en toute autonomie. Et on sait que l'hygiéniste mérite cette confiance, en fait, une bonne formation. Elle répond aux exigences de son ordre professionnel et a les compétences nécessaires en matière de prévention. En 2015, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec a fait une étude économique qui a révélé que 43% de la population ne consulte pas régulièrement les professionnels de la santé dentaire. Donc, nous, ça nous a interpellés. C'est sûr, 43%, c'est un très gros pourcentage. Nous, on a fait une étude sur les pratiques en cabinet dentaire auprès de la population. Ce que ça a démontré, c'est que la population ne comprend pas, en fait, l'expertise de l'hygiéniste dentaire. Fait qu'il va y avoir un travail à faire, c'est sûr, de ce côté-là, pour vraiment distinguer les différents professionnels et expliquer leur rôle avant de donner, de mettre en place ce projet de loi-là. Et ce que ça a démontré aussi, cette étude-là, c'est surtout qu'il y a plusieurs barrières qui empêchent les gens d'aller consulter en cabinet dentaire, des barrières économiques, mais aussi des barrières d'accessibilité physique. Donc, nous, ce qu'on demande au niveau de la Fédération, c'est pour bien répondre aux besoins de la population, dont les barrières qu'Andréane a nommées, qu'elles soient au niveau des coûts ou de l'accessibilité physique, c'est qu'il y ait, pour les traitements préventifs, aucune ordonnance. Dans notre mémoire, on propose qu'il n'y ait pas d'ordonnance, entre autres, au niveau du débridement. Pourquoi? C'est que ça fait partie du champ d'expertise de l'hygiéniste dentaire. Comme M. Dolman soulignait tout à l'heure, l'hygiéniste dentaire est qualifié pour faire le nettoyage. Il a mentionné également que si on fait un détartrage sous la gencive, ça peut causer des séquelles permanentes au niveau des tissus. Oui. Par contre, si on laisse le tartre en place et qu'on ne fait rien, il y aura aussi des dommages permanents au niveau de l'os. Donc, ne rien faire, ce n'est pas une option qui nous satisfait. M. Dolman tient mordicus au niveau du diagnostic du dentiste, mais l'étape qui vient après le diagnostic, c'est d'initier des traitements de débridement. Donc, ce que le dentiste va nous ordonner, c'est de procéder au traitement de débridement. Puis nous, ce qu'on souhaite
absolument avec l'abolition de cette ordonnance-là, c'est d'éviter d'avoir des intermédiaires de soins. On ne veut pas rajouter une barrière pour que les gens qui ont des besoins de soins soient obligés d'aller consulter un deuxième professionnel. Les hygiénistes dentaires, on est capable. L'accessibilité également, M. Dolman décrivait que les gens qui ont du tartre sous les gencives, ça cause des problèmes. Oui, ceux qui ont des problèmes les plus marqués, c'est ceux qui ne consultent déjà pas dans les cabinets dentaires. Les gens que ça fait longtemps que le tartre s'accumule autour des dents, ces gens-là, c'est eux qui en ont le plus besoin, c'est les clientèles visées par le projet de loi. C'est une clientèle qui n'ira pas voir le dentiste pour avoir son ordonnance. Fait que cette accessibilité-là, compétente de l'hygiéniste dentaire, les soins de proximité adaptés qu'on veut leur fournir, nous, on croit que ça le prend en toute autonomie. Avec la Fédération, en mars 2019, on s'est associé avec le Collège de Maisonneuve et la mission Bon Accueil pour aller directement auprès des itinérants, faire des dépistages bucco-dentaires, les informer de leurs conditions dentaires, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas leur offrir de soins directement. Puis ces gens-là, c'est eux qui ont des poches parodontales qui nécessitent des débridements. Demain matin, on a notre autonomie. On doit rajouter une étape pour aller voir le dentiste, pour avoir une ordonnance. C'est ce qu'on souhaite éviter. On veut que ce soit les soins les plus directs possibles. Moi, j'aimerais ça pouvoir y aller donner des soins directs à la population parce que je les ai vus, leur bouche. C'est quelque chose. Puis, la compétence des hygiénistes dentaires au Québec, moi, je travaille à Québec, je suis formée au Québec. Demain matin, je décide d'aller en Ontario. Je vais pouvoir aller traiter les clientèles vulnérables là-bas. Ici, on en a des clientèles vulnérables. J'aimerais ça, pouvoir avoir la même reconnaissance de mes compétences ici que je peux avoir en Ontario. Quand nous pourrons enfin avoir accès à ces clientèles vulnérables-là, je pense ici aux prestataires de la sécurité du revenu ou des enfants de moins de 10 ans. D'ailleurs, nous sommes d'accord avec l'Ordre des dentistes pour élargir la couverture des soins de prévention par la RAMQ. C'est une très bonne idée, une très bonne chose. Mais nous voulons nous assurer que ces soins-là d'hygiène soient reconnus par la RAMQ aussi, les soins d'hygiène que nous, on fait. Présentement, les soins de prévention sont couverts par la RAMQ que s'ils sont rendus par un dentiste. Mais dans les pratiques présentement, ce n'est pas ça qui se passe. Ce sont les hygiénistes dentaires qui font les traitements préventifs de nettoyage. Il est temps que la loi reflète ce qui se passe vraiment dans les cliniques dentaires. Oui, vas-y. Tu peux y aller. En conclusion, on souhaite que le projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais. C'est une avancée majeure pour notre profession, qui est en grande majorité féminine. On parle de 98 % de nos membres qui sont des femmes. Bien, laissez-nous pouvoir servir la population. Laissez-nous aller donner des soins directs dont les gens ont besoin. On souhaite pouvoir faire ça. On souhaite être reconnus à notre juste valeur. Merci. On va être prêt à prendre vos questions. Ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présentation. Merci de votre présence. Merci pour vos bons mots. D'ailleurs, je vais quand même rectifier le fait que je n'ai pas subi au sens péjoratif. Je veux le dire pour fin d'enregistrement, OK? C'était une expérience tout à fait agréable. Allez-y, c'est adéquat, il faut le faire. Donc, je veux juste remettre les choses à l'ordre. Et je voulais pas justement... c'est fait, c'est clarifié. J'ai pris de mon temps pour remettre les pendules à l'heure. Ceci étant dit, je pense qu'il est bon de préciser ici que la compétence des hygiénistes dentaires, n'est pas remise en cause pour ce qui est d'effectuer les actes qui sont mentionnés, particulièrement la discussion sur la notion de débridement parodontal, parce qu'on peut voir qu'on a quand même une petite différence d'interprétation entre les hygiénistes et les dentistes sur qu'est-ce que pourrait être un débridement parodontal, mais je pense que il faut d'entrée de jeu dire que la compétence des hygiénistes dentaires pour effectuer l'acte n'est pas remise en cause. Maintenant, ce qui nous était expliqué, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être vous entretenir un peu plus parce que c'est pour notre compréhension, ce qui était expliqué, c'est que c'était la décision de faire cet acte-là, dans certains cas, est une décision qui devrait revenir plus
au dentiste parce qu'elle est de l'ordre du diagnostic et vous êtes donc une trajectoire de traitement, si je peux la dire comme ça, suite à un diagnostic, si je prends l'explication qu'on a eue précédemment. Peut-être m'expliquer un peu, parce que j'avoue qu'on est dans des notions qui sont très particulières et on doit les exercer pour bien les comprendre, et c'est votre cas. Quand on parle d'une bouche qui est saine, on ne parlera pas d'une bouche qui aurait une certaine pathologie, mais une bouche qui est saine. Si je vous dis que, maintenant, les hygiénistes dentaires pourront éventuellement, suite à l'adoption du projet de loi, procéder à un détartrage supra- et sous-gingival. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le nettoyage, justement? Est-ce que ça vous permet de faire, comme l'illustrait une de vos collègues hier de la coopérative, d'aller avec votre instrument, que ce soit l'ultrason ou ce soit en grattant, j'imagine, qui est beaucoup moins employé, je le comprends, mais qui pourrait être nécessaire dans certains cas. Est-ce que ça vous permet de le faire sans ordonnance, l'article F? L'ordonnance nous fait peur dans le sens que c'est pas l'ordre des hygiénistes dentaires qui définirait cette ordonnance-là, ça serait l'ordre des dentistes. D'ordonnance. L'action que je viens de vous dire dans le projet de loi, elle n'est pas faite sous ordonnance. J'avais mal compris votre question. Parfait. C'est juste pour m'illustrer. Dans une bouche saine, le fait de pouvoir, pour l'hygiéniste, procéder à un détartrage supra- et sous-gingival, est-ce que ça permet de faire un nettoyage? Je sais que c'est pas le bon terme, ça fait friser les oreilles des professionnels, mais d'un nettoyage complet, là, comme on l'entend. C'est que la bouche saine, dès qu'il y a du tartre présent sur les dents, ça cause un irritant pour la gencive. Donc, ça occasionne un saignement des gencives. Un saignement des gencives, c'est un signe d'une gingivite. Si on a une gingivite, on n'a pas une bouche saine. Moi, je dirais, tous mes patients qui viennent me voir pour leur nettoyage dentaire ont une gingivite. Mais ils n'ont pas une parodontite nécessairement. Pas nécessairement une parodontite. Donc, c'est là la nuance que je pense que les dentistes font. Et donc, expliquez-moi peut-être la différence entre un détartrage supra- et sous-gingival. Une bouche saine, et que si on dit qu'une bouche saine n'a pas de gingivite, on ne peut pas faire de détartrage à personne. OK. Donc, ça prend nécessairement une certaine... Ça prend un certain niveau d'évaluation qui serait possible à l'hygiéniste dentaire pour qu'on soit capable de procurer des soins. Si vous me dites que vous pouvez seulement évaluer des conditions qui sont saines, c'est pas réaliste pour nous pour pouvoir offrir les soins. Encore. Mais quelle est dans votre pratique la différence entre un détartrage supra- et sous-gingival et un débritement parodontal en termes d'action que vous posez? C'est le même geste avec les mêmes instruments, comme ça a déjà été mentionné. Fait que pour nous, ça ne fait pas une grande différence. Ce que le débridement parodontal, il inclut le détartrage supra- et sous-gingival. Fait que le débridement parodontal, c'est ça qu'on voudrait avoir comme acte délégué parce qu'en nous le faisant autoriser de façon autonome, il n'y a pas d'ambiguïté à savoir jusqu'où il faut référer au dentiste ou pas. Et le traitement initial pour les maladies de gencives, c'est de faire le nettoyage dentaire. Ça ne peut pas nuire à long terme. Si on laisse le tartre là, ça peut être plus dommageable que de faire un traitement. Donc, est-ce que je comprends de ce que vous me dites que le fait de vous autoriser à faire un détartrage supra- et sous-gingival de façon autonome, mais d'inclure également le débridement parodontal sous ordonnance, pourrait porter une certaine confusion sur le terrain à quel moment vous devez agir de façon autonome et à quel moment vous avez besoin d'une ordonnance? Ça peut créer beaucoup d'ambiguïté. Okay. Parce que là, on ne saura pas exactement si on est en exercice illégal, selon notre propre jugement, jusqu'où notre jugement peut être reconnu ou pas reconnu. Si nous, on juge qu'on a besoin d'effectuer un soin de débridement, qui est le traitement initial pour enlever ce qui cause les maladies, on devrait le faire de façon autonome. Juste pour avoir un autre exemple, c'est toujours dans le but d'illustrer, là, vous me comprendrez. Je peux vous en donner un exemple. Une patiente qui vient régulièrement au cabinet dentaire, qui a ses nettoyages réguliers, la patiente vieillit. À un moment donné, elle n'est plus capable de se déplacer dans le cabinet dentaire. Cette patiente-là, elle peut avoir, à un moment donné, eu une maladie parodontale qui est traitée. Mais là, elle a du tartre qui se forme dans ses poches. Est-ce que cette patiente-là va pouvoir continuer d'offrir des soins à domicile? Si le dentiste ne va pas à domicile, est-ce que l'hygiéniste dentaire va pouvoir y aller? Cette patiente-là, ses signes et symptômes peuvent être contrôlés. L'hygiéniste dentaire, en cabinet dentaire, le seul traitement qu'elle va avoir besoin, c'est de faire ses nettoyages. Est-ce que l'hygiéniste va pouvoir y aller? Nous, c'est ça. Avec l'ordonnance du débridement, ça nous met un frein majeur. Nous, on pense qu'on n'en a juste pas de besoin. Puis d'en mettre une, ça peut nous causer des problèmes d'application terrain graves.
En Ontario, ils n'en ont pas de distinction à ce niveau-là. OK. Si on parle, juste à titre d'exemple, la désinfection des poches parodontales, est-ce que c'est encore un geste plus commun au sens de votre pratique, c'est-à-dire comme le nettoyage peut l'être, ou c'est vraiment, là, on est rentré dans un geste qui est vraiment plus spécifique à une parodontite, à titre d'exemple? La désinfection des poches, actuellement, c'est pas quelque chose qui est reconnu pour avoir un impact majeur au niveau du traitement des bactéries au niveau de la poche. C'est l'action de débrider avec les ultrasons qui enlève les bactéries. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour le traitement des poches. Est-ce que ça répondait bien à votre question? Oui, absolument, absolument. Merci, M. le Président. Je pense que mon collègue avait... Merci. Monsieur le député de Chapleau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peut-être sur cette dernière question. Donc, j'en comprends que l'obligation d'ordonnance est plus en lien avec les clientèles vulnérables. Vous avez fait un point assez spécifique là-dessus. Puis même l'exemple de la dame qui dans le fond, qu'on va consulter à la maison, ce serait davantage dans ces situations-là, donc une clientèle plus vulnérable, qui peut plus se déplacer, que vous auriez plus nécessairement besoin de l'ordonnance. C'est bien ça? Exact. OK. Peut-être pour revenir sur un point que l'Ordre des dentistes nous a présenté tout à l'heure, vous envisagez des rencontres avec vous, avec les hygiénistes, pour établir et élaborer un guide. Donc, j'imagine que vous allez être partie prenante de ces discussions-là. Qu'est-ce que vous envisagez dans ces discussions-là? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il en ressorte avec dans le fond, l'Ordre des dentistes? Bien, premièrement, pour l'ordonnance sur le débridement, nous, on souhaiterait que ça soit défini par notre propre ordre, celui des hygiénistes dentaires, parce qu'on a toutes les compétences, nous, pour que les hygiénistes dentaires, entre nous, on soit capable de définir ça par nous-mêmes. Nous, ce serait ça qu'on jugerait l'idéal, donc de ne pas avoir nécessairement une ordonnance qui est émise par un dentiste. Ceci dit, si on est appelé à collaborer au niveau des ordonnances de d'autres actes, on serait complètement prêt à participer à ça avec plaisir. Puis c'est notre ordre qui va pouvoir chapeauter ça au nom des hygiénistes dentaires également. Okay, parfait. Vous avez également parlé du fait que si on fréquentait justement, donc s'il n'y a plus l'obligation de fréquenter un cabinet dentaire, mais tout simplement, des hygiénistes, est-ce que, vous avez parlé que les coûts seraient moindres peut-être, pouvez-vous peut-être nous dire en quoi ça se ferait pour vous? Bien, les hygiénistes dentaires qui pratiqueraient de façon autonome, premièrement, il y a un seul professionnel de la santé dentaire qui est impliqué, parce que le dentiste, il n'y aura pas d'honoraire à ce niveau-là parce qu'il ne sera pas participant dans les actes dentaires préventifs offerts par l'hygiéniste dentaire. Donc, en partant, il y a une diminution au niveau des coûts pour le professionnel impliqué. Puis, deuxièmement, les hygiénistes dentaires, on a cité, nous, le bureau de... Oh, j'ai un blanc. Excusez. Mais pour tout ce qui a trait avec les entreprises, qu'il y ait une mise en marché qui soit respectueuse pour tous les professionnels, dans le fond, ça va permettre d'avoir une... excusez-moi, j'ai vraiment décroché. Je suis désolée. C'est le bureau de la concurrence qu'on a cité dans notre mémoire. Par rapport à l'hygiéniste dentaire, on a des outils qui sont facilement mobiles, qu'on peut déplacer pour aller rendre des soins aux patients. Puis cet équipement-là est moins dispendieux que d'entretenir un cabinet dentaire à proprement parler. Donc, une diminution de l'infrastructure va pouvoir amener une diminution des coûts également. Ça répondait bien à votre question? Oui, merci. Vous avez également parlé des autres provinces canadiennes, où il y avait une possibilité justement d'avoir accès directement à l'hygiéniste sans passer par dans le fond, un cabinet de dentiste. Est-ce que, premièrement, c'est une pratique courante que vous avez constatée dans plusieurs autres provinces? Puis, est-ce qu'il y a des cabinets d'hygiénistes dentaires? Est-ce que vous pensez que ce serait une possibilité également ici pour le Québec d'avoir des cabinets d'hygiénistes dentaires qui pourraient se déplacer à coût moindre? Bien, ça existe ailleurs, puis moi, je pense que ça serait une bonne chose d'avoir des cabinets dentaires mobiles opérés par des hygiénistes dentaires pour aller rendre des soins à la population là où ils sont, parce qu'il n'y en a pas de soins actuellement. On va dans un CHSLD, un centre intermédiaire d'hébergement, les gens ne sont pas desservis. Parce que dès qu'il y a une incapacité de déplacement, ça devient très complexe pour recevoir des soins.
Fait que c'est cette clientèle-là, puis c'est l'esprit du projet de loi aussi qui a été mentionné avec un accès facilitant pour ces clientèles-là vulnérables. Fait que nous, c'est ça qu'on souhaiterait voir de l'avant au Québec. OK. Peut-être une autre petite question, là. Évidemment, vous n'êtes pas le premier groupe qui nous parle des maladies parodontales. Je disais l'alinéa 1.4 au sous-paragraphe I, qu'on parle de désinfection des poches parodontales. La parodontite crée des poches qui sont visibles seulement au rayon X. Est-ce qu'on n'est pas rendu, dans le fond, dans le cas de cet acte-là, ça pourrait être quasiment chirurgical? Est-ce que, d'après vous, tous les hygiénistes dentaires sont ou ont le niveau de formation pour ce type de traitement-là? La réponse est oui. On a toute une formation collégiale de 3 ans. On a 9 établissements qui font la formation à travers le Québec et notre qualité d'enseignement est excellente. Est-ce qu'un hygiéniste dentaire peut faire un acte qui est reconnu chirurgical dans un débridement? Nous, on ne fait pas d'acte chirurgical. On ne coupe pas la gencive pour enlever la gencive, voir directement les dépôts de terre. Ça, c'est le dentiste ou le parodontiste qui fait ces soins-là. Nous, ce n'est pas notre champ d'action. Nous, on veut être capable de nettoyer les dents, puis pas nettoyer juste le dessus des dents, la nettoyer en entier. Ça a été mentionné déjà que les dentistes ont confiance en nous pour faire ces soins-là. Fait que s'ils ont confiance en nous, bien, mettez-nous pas d'ordonnance. C'est clair, merci. Il me reste du temps un peu, M. le Président? Oui, parfait. Donc, peut-être une autre petite question. Donc, un des nouveaux actes qui est réservé, dans le fond, pour le domaine bucco-dentaire, c'est le blanchiment des dents. J'imagine que vous en avez entendu parler. Donc, c'est un acte réservé pour les dentistes et sous ordonnance pour vous, les hygiénistes. Êtes-vous en mesure de nous donner, dans le fond, un contexte sur la nécessité de réserver cet acte particulier, donc le blanchiment des dents? Bien, l'acte de blanchir les dents, c'est que les gens peuvent s'acheter des produits dentaires sur Internet, aller dans des spas, se faire blanchir les dents. Fait que quand il n'y a pas de professionnels de la santé dentaire pour des actes qui vont quand même modifier la dent, bien, je pense que c'est bon que ça soit réservé à un certain groupe pour assurer la sécurité du public. Nous, on n'est pas contre Dans ce cas-là, c'est correct que ce soit Dans ce cas-là, c'est correct que ce soit le dentiste qui ait l'acte réservé à ce moment-là. Puis vous, sous ordonnance. Ça pourrait être un acte qui pourrait être fait par les hygiénistes dentaires, mais nous, dans notre mémoire, on n'a pas fait cette proposition-là, mais ça a été fait par d'autres groupes. Donc, nous, on ne verrait pas l'inconvénient que l'hygiéniste dentaire puisse également faire les blanchiments dentaires sans ordonnance parce qu'on a une bonne formation. Ce sera à vous d'en juger. J'ajouterais à ça que la prévention, que la santé passe par notre débridement, le nettoyage. Le blanchiment, c'est plus une considération esthétique. Si la personne a beaucoup de tartre, beaucoup de problèmes de gencives, un blanchiment ne réglera pas son problème. Donc, je vais être capable de lui offrir les soins préventifs de base en premier. Donc, priorité sur la prévention, exact. Ensuite l'esthétisme. Oui. C'est bien ça, je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Je suis sur un site de l'Ontario, la loi de l'Ontario concernant les hygiénistes. Et ils ont vraiment beaucoup de conditions, contre-indication. J'essaie d'avoir le site en français, juste pour voir. Donc, scaling, c'est détartrage, c'est bien ça. Et curating, ce serait le débridement. Il y a 2 mots, débridement. Mais eux, ils ont une série de conditions dans lesquelles l'hygiéniste ne pourrait pas procéder si elle n'a pas, ou elle ou il, il y a certainement des messieurs dans ce domaine-là, une recommandation, un plan de traitement d'un dentiste. Est-ce que c'est ce que vous entrevoyez dans un guide de pratique? On parlait de guide de pratique. Comment vous voyez ça? Parce que c'est quand même assez... si la personne a des conditions cardiaques... On n'est pas contre les guides de pratique. Mais eux, ils mettent ça dans la loi, je comprends. Bien, notre ordre nous régit par la loi. Donc, mais est-ce que c'est ça que je veux en venir? Hier, on a vu des photos de certaines conditions de la bouche et c'est sûr, en regardant ça, on se dit, bien, c'est sûr qu'un dentiste doit regarder ça pour un bon plan de traitement. Peut-être nous amener sur ça. Donc, des conditions très graves. Moi, je vais vous amener un point ici. Le dentiste, il va vouloir regarder les dents une fois qu'elles sont propres. Parce que le dentiste a de la difficulté à faire son diagnostic si les dents ne sont pas nettoyées. Donc, il va nous demander comme première intervention de faire le nettoyage. Puis après ça, il va pouvoir faire son diagnostic adéquatement. En bureau privé, ça se passe comme ça. Juste pour rappeler qu'on on est retransmis, alors de donner de temps un peu entre
pour que la caméra, les micros soient ouverts au bon moment. Donc, laissez la laisser question un se terminer, la réponse se terminer aussi. Madame la députée. Bien, je me demandais si vous avez comparé, si vous avez regardé la situation en Ontario, parce qu'on compare beaucoup avec les autres provinces. Ils ont beaucoup d'autonomie en Ontario, des cliniques mobiles, tout ça qui est excellent. Puis vous partagez cette vision, allez là où le patient est. Mais il y a quand même, ce qu'on voit, s'il y a des blood disorders, active tuberculosis, il y a toutes sortes de conditions où l'hygiéniste doit se référer avant d'avoir un plan de traitement. Est-ce que votre réflexion sur toutes ces conditions-là, moi, c'est la première fois que je porte attention à cette question, parce qu'on l'a entendu d'un dentiste de l'Ontario qui dit oui, mais il y a beaucoup de conditions quand même. Vous, votre réflexion là-dessus, les discussions avec le gouvernement, l'Office et tout ça, est-ce que vous avez... dans quel sens vous allez? C'est-à-dire, il y aurait ces mêmes conditions? Est-ce que vous allez vous inspirer du modèle de l'Ontario? Bien, pour que les hygiénistes dentaires puissent rendre des soins aux patients, on a déjà des conditions qui sont prescrites par notre ordre professionnel, puis on est formé pour faire l'évaluation de la bouche des gens. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il pourrait en avoir des guides de pratique, puis qu'on puisse s'inspirer de ce qui se fait ailleurs aussi pour bonifier ce qu'on va créer ici. Mais je veux m'assurer qu'il n'y ait pas dans cette construction-là, des outils qui vont permettre aux hygiénistes dentaires d'offrir leurs soins partout aux clientèles vulnérables, qu'il n'y ait pas de barrières majeures qui nous empêcheraient de fournir des soins nécessaires. Moi, je ne peux pas me prononcer sur tout ça. Moi, je voulais juste savoir si vous avez eu une réflexion là-dessus, surtout en échange, parce qu'on comprend que vous avez commencé des discussions vous avez eu des discussions avec l'Ordre des dentistes, qui a donc c'est ce qu'on nous a dit dans la présentation par rapport à des guides de pratique. Je voulais juste savoir ce serait dans votre loi qu'il y aurait ces contre-indications, c'est-à-dire certaines situations où quand vous voyez que la bouche, ce serait trop dangereux de rentrer là-dedans, ou la personne a des conditions cardiaques, est-ce que ce serait vous inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs? On va pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs qui fonctionne bien. Puis, en cas de besoin, on va pouvoir référer à d'autres professionnels comme ça a déjà été mentionné. J'imagine que vous le faites déjà. On le fait déjà. C'est ça. Alors, peut-être dans des conditions de certains enfants, quand vous regardez ici, il y a des contre... J'ai peut-être un petit peu de difficulté à saisir la question. C'est-à-dire, c'est que dans quelles conditions vous ne pouvez pas procéder? Quelles seraient les conditions dans lesquelles, en regardant la bouche, vous ne pourriez pas procéder au débridement ou au détartrage? C'est ça la question. Mais si la personne présente des conditions médicales qui sont contre-indiquées, si elle a besoin d'une antibiothérapie particulière avant de recevoir des soins parce qu'elle a eu un remplacement de valve au niveau du cœur, c'est des conditions qui nous ont enseignées à l'école. Fait que si on ne peut pas prodiguer un soin, de par notre formation, on le sait. Parce que hier, dans la présentation qu'on a eue d'un collectif, ça semblait... C'est des cas très extrêmes de gens très pauvres, très, en marge de la société, d'après ce qu'on comprend, sans accès à quoi que ce soit, et donc ils procèdent, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'était pas clair pour moi, parce que c'est la première fois qu'on en parle de ces conditions dans lesquelles, et vous, ce que vous dites, vous l'avez déjà, c'est déjà là, donc les conditions dans lesquelles vous pouvez agir et les contre-indications où vous ne pourriez pas agir. C'est déjà dans la pratique. Exact. Je vous pose la question parce qu'on n'en a pas encore parlé. Non, mais je suis contente qu'on le clarifie parce que dans nos études qu'on a faites aussi, c'est que c'est pas clair au niveau de la population qu'est-ce qu'on sait comme professionnel, qu'est-ce qu'on est capable de faire, est-ce que nos soins sont sécuritaires? Bien, ça a été relevé dans notre étude. Les gens, ils savent pas exactement à qui ils ont affaire quand on parle de l'hygiéniste dentaire. Fait comme on l'a mentionné, c'est quelque chose qui reste à clarifier pour la population générale. Fait que je suis comme pas surprise que vous me posiez ces questions-là. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est tellement évident ce qu'on est capable de faire, que ça soit autant mécompris par la population. Ça m'étonne parce que notre profession a quand même 45 ans. Mais je pense que c'est pas juste par la population que c'est pas compris. Il y a d'autres ordres professionnels aussi, peut-être. Alors, je pense que ce serait utile que ça soit bien dit puis clarifié, parce que quand on parle de risque, bon, vous avez bien suivi le débat, je pense que vous comprenez. Donc, moi, je voulais juste, mieux comprendre votre formation et les contraintes. C'est pas des contraintes, c'est vraiment des meilleures pratiques
essentiellement pour assurer... Parce que la présentation qu'on a eue hier, c'est ça qui m'a un peu... Moi, je ne connaissais rien là-dedans, vraiment. Quelles sont les conditions dans lesquelles non. Vous dites, d'abord, oui, que les dents soient propres, mais ça, c'est dans une bouche qui est quand même... La ministre parlait d'une bouche saine. Bon, là, c'était des bouches pas saines, mais avec d'autres conditions de santé graves, quand même. Alors, nous, on n'a pas eu d'explication là-dessus parce qu'on... Et c'est hier que je me suis dit, il faudrait que je comprenne mieux un peu... Mais l'esprit de ce qui a été présenté hier, pour faire du pouce sur votre question, c'est qu'il y en a des problèmes graves, des gens qui ne se présentent pas en cabinet dentaire. Ces gens-là, ça leur prend une porte d'entrée. Oui, non, je comprends. Ça peut être l'hygiéniste dentaire. Fait que je suis contente qu'elle ait donné ces exemples-là. Puis d'un autre côté, je suis contente que vous nous ayez posé la question parce que ça clarifie un peu. L'hygiéniste dentaire est une ressource sous-utilisée. Et c'est important aussi qu'ils aient fait la présentation parce que c'est important pour nous comme société de se rendre compte à quel point les gens sont démunis face à ça. Alors, j'en viens à votre question sur le financement de tout ça. Donc, vous, ce que vous demandez, ce que je comprends, il y a certains actes dans un cabinet de dentiste qui ne sont, pour les enfants, disons, de 10 ans et moins, de nettoyage qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Hein? Donc, tout ce qui est prévention n'est pas couvert. Donc, vous prônez donc que les actes de prévention, comme les dentistes, l'ordre des dentistes prônent, c'est-à-dire que ça soit financé. Parce que le potentiel est énorme, le potentiel d'améliorer la santé. Donc, vous, comment ça va se passer? Donc, dans les centres de longue durée, par exemple. Avec le programme, il est financé, si je comprends bien, par le gouvernement, là, dans un premier temps. Les visites en centre de longue durée, avec un certain montant d'argent. J'avais vu la somme. Donc, mais à long terme, avec les demandes parce que le potentiel de ce que vous pouvez faire est énorme, mais ça va dépendre du financement. Est-ce que je peux vous entendre là-dessus? Comment vous voyez le financement? En fait, les gens ont soit une couverture d'assurance privée, les gens qui sont en résidence intermédiaire, par exemple, soit ils sont financés, c'est ça, couverts par des soins d'assurance privée, ou bien la famille va payer les frais. S'il y en a aussi qui sont prestataires de la sécurité du revenu, donc la RAMQ, le carnet de réclamation, va payer pour ces soins-là. Ce que nous, on met de l'avant, c'est que l'hygiéniste dentaire va être une porte d'entrée pour une solution d'hygiène dentaire, de prévention de première ligne, finalement. Un nettoyage va permettre d'améliorer la santé et la qualité de vie de ces gens-là. On a fait partie du congrès de l'Association, justement, des résidences intermédiaires du Québec. C'est, en fait, des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec en juin dernier. Puis, les gens, les gestionnaires nous disaient, mais quand est-ce que vous allez pouvoir venir nous voir dans nos résidences pour offrir des services à nos résidents? Ils en ont besoin. Nos préposés sont débordés déjà. Puis, souvent, la bouche, ils disent, il est capable de brosser ses dents tout seul. Non, ils ont remarqué qu'une autre dame mange moins. Elle a mal aux dents, mais elle n'a pas le soutien, puis elle a peur d'aller chez le dentiste, elle ne veut pas y aller. Est-ce qu'une hygiéniste pourrait évaluer, juste revoir les méthodes d'hygiène avec cette personne-là à moindre coût, puis à être la porte d'entrée pour référer après pour des soins subséquents? Merci beaucoup. Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et bienvenue. Je remarque quand même des similitudes entre votre mémoire et les autres mémoires qu'on a entendues hier, notamment de la coopérative Solidarité, je ne me souviens plus du nom exact, là, et de l'ordre donc des hygiénistes dentaires. Moi, ça me réjouit parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps là, à Québec solidaire, donc c'est bien heureux. Et ma question est plus politique en termes de priorité. On comprend que vous aurez aimé que ça aille plus loin encore que ce qui est sur la table dans le projet de loi. Si vous aviez identifié ce qui serait le plus prioritaire, 1 ou 2, peut-être 3 choses qu'on pourrait rajouter dans le projet de loi qui vous aideraient à faire mieux votre travail? Pour ajouter dans le projet de loi, nous, on propose la modification sur l'ordonnance. Ça pourrait être notre point principal. Puis l'autre point qu'on demande, c'est que l'hygiéniste dentaire soit reconnu comme prestataire au niveau de la Régie d'assurance maladie pour que le professionnel qui dispense les soins soit payé pour les services fournis. C'était justement ma question suivante. Là, vous avez une recommandation, c'est sur la page 15, que les hygiénistes dentaires soient reconnus comme dispensateurs de soins et que la FHDQ soit reconnue comme seul organisme négociateur de la tarification des soins offerts par les hygiénistes dentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les hygiénistes dentaires, actuellement,
n'ont pas de représentants à la table de négociation pour les soins facturés à la RAMQ. Nous, on a fait des démarches en tant que fédération pour avoir une reconnaissance de l'hygiéniste dentaire à cette table-là. Par contre, on avait vu un refus de notre demande à cause de l'article qui est présentement abrogé dans le projet de loi 29 tel que mentionné, qui est celui du règlement concernant certains actes qui peuvent être accomplis par les hygiénistes dentaires, parce que ce dernier émane de la loi sur les dentistes. Donc, on nous avait dit, bien, les hygiénistes dentaires, on ne peut pas, de par la loi, négocier avec vous. Fait que nous, on souhaiterait que pouvoir rentrer dans les négociations, puisque cet article-là est abrogé, ça nous donne l'occasion de pouvoir le faire. Une conséquence logique d'obtenir ces nouveaux pouvoirs-là, de dire, bien là, maintenant, ces tarifs-là qui sont sont pas obligés d'être payés comme ça, hein, c'est des guides, si je comprends bien, cette grille de tarifs-là. Ça peut bouger un peu, là. Bien, ce qui est négocié à la table de négociation, c'est le tarif que la RAMQ paye par acte. Je comprends. Ce qui est réclamé par le dentiste pour les soins à faire aux prestataires de la RAMQ. Parfait. Ça répondait bien Oui, très bien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Juliette, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Vous avez entendu précédemment, vous étiez là, j'imagine, le président de l'Ordre des dentistes, quand il nous a expliqué en ce qui a trait au débridement parodontal, quand on est de 1 à 3, que là, ce serait correct que ce soit les hygiénistes, mais en haut de 3, avec sa petite règle, il nous expliquait ça, que ça nécessiterait l'intervention du dentiste. Et donc, pour évaluer ça, il nous disait qu'il fallait qu'il y ait une évaluation faite par le dentiste pour qu'ensuite il puisse agir conformément à ce qui était trouvé. Comment vous réagissez à cet aspect-là très spécifique quand il nous a expliqué qu'il y avait une différence? Est-ce que vous estimez qu'importe qu'on soit à 1, à 3, à 7, vous avez la capacité, vous devriez avoir l'autonomie de faire ça? Mais nous, on juge que peu importe la profondeur de poche, on devrait pouvoir agir pour enlever ce qui cause la problématique au niveau de la santé dentaire, puis d'avoir une barrière à 3 mm, que là, ça relève du dentiste. Bien, nous, c'est un frein majeur pour l'application concrète des soins. Ma madame que je vous parlais tantôt, qui était suivie en bureau privé, là, elle ne peut plus venir. Bien, on ne peut plus la soigner. Elle fait partie d'une clientèle vulnérable. On ne pourrait plus avoir accès à lui donner des soins sans intermédiaire. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est dans l'application terrain. Ça va créer un stress sur les hygiénistes dentaires. Je peux-tu le faire? Je peux-tu pas le faire? Comment c'est défini? J'ai besoin d'avoir le dentiste. La personne ne peut pas se déplacer chez le dentiste ou elle ne peut pas. Les dentistes, s'ils seraient déjà bien dispersés pour donner ces soins-là, il n'y aurait pas de problème. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils ne le font pas. Il n'y en a pas de ressources disponibles pour avoir un examen ou une ordonnance. Les gens n'iront pas chercher leur ordonnance pour ça. Il expliquait que, par exemple, quand on va plus en profondeur, mais il peut y avoir des risques par rapport à la paroi osseuse, puis tout ça, ce qui fait en sorte qu'eux estiment que le jugement du dentiste est nécessaire. Vous ne voyez pas ces risques-là, c'est-à-dire que vous vous dites, si on arrive là, bien, on va référer, c'est trop complexe, on va arrêter. Par notre jugement professionnel, on sait qu'on ne peut pas aller jusque-là, par exemple. Exact. Si on voit qu'il y a une problématique qu'on n'est pas habilité de traiter, on va référer avec plaisir. Le but, c'est pas de s'accaparer des champs d'action qui ne sont pas les nôtres, mais laissez-nous notre soin d'action préventif qui passe par un détartrage entier de la dent. Merci beaucoup. Monsieur le député de Chamédé, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, mesdames. Donc, il y a 2 de gars dans votre profession. OK. C'est l'inverse des éducateurs, des techniciens spécialisés, là, qui est l'inverse. C'est une profession où il y a 5 de gars. 2 choses. Le député d'Hochelaga-Maisonneuve vient de vous parler vous avez mentionné qu'il y avait un article qui a été abrogé dans la loi. Est-ce qu'on doit comprendre que vous souhaiteriez qu'il revienne? OK. Tant qu'il soit abrogé, parce que, comme il disait, c'est une porte d'entrée logique après ça pour nous d'entrer sur la table de négociation. OK. Et dans ma dernière minute, vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes si insécure du projet de loi 29. Parce que à plusieurs reprises, je remarque dans votre mémoire que vous voulez être impliqué, vous voulez avoir droit au chapitre. C'est comme si vous êtes là, vous êtes reconnu comme professionnel, mais
vous êtes tellement petit, là, puis Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce vous en a parlé. Ça semble incompris par une grande partie de la population, puis je ressens cette insécurité-là. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour faire en sorte de prendre votre place ou de faire en sorte que ça soit mieux compris par la population et qu'on réalise l'importance du travail que vous avez à faire? C'est une bonne question. Je pense qu'enlever l'ordonnance pour le débridement ouvre une grande porte à l'accessibilité. Présentement, j'ai une patiente qui m'a dit, ma mère est en résidence, puis elle veut pas se déplacer ici, elle veut vraiment pas. Je vois qu'il y a un mur de terre, toutes ses dents sont prises ensemble, je le vois, sa gencive, elle est rouge, elle est inflammée. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Si j'ai l'ordonnance, je peux pas y aller. Je peux pas rien faire, à moins qu'elle vienne en cabinet dentaire, avoir le diagnostic du dentiste et faire le traitement ensuite. Mais si on enlève l'ordonnance, ça ouvre des portes incroyables. Présentement, on peut offrir des soins, des conseils. On peut vous recommander de brosser de telle façon, passer la soie un petit peu plus, utiliser tel produit, ça vous aiderait beaucoup. Mais l'enjeu est vraiment dans le débridement. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci beaucoup. Je suspends les travaux quelques instants et invite le prochain groupe à prendre place, s'il vous plaît. Merci.